Bonjour à tous, bienvenue dans ce live consacré aux psychédéliques et aux thérapies psychédéliques. Comme c'est un live, je vais attendre de voir si certaines personnes, enfin si certains se connectent. Et puis sinon, je vais commencer la présentation. Et j'attends un petit peu. Bonjour, bonjour. Que les gens arrivent. Donc, j'avais envie de parler de ce sujet qui est assez controversé, enfin, qui a en tout cas sur lequel il y a beaucoup d'a priori, et qui, donc, je pense, mérite vraiment qu'on éclaircisse un petit peu tout ça. Je me rends compte que quand j'en parle, parfois, même à des gens qui sont relativement proches, il y a le côté, oui, bon, je t'écoute parce que je t'aime bien, mais on sent une barrière, parce que wow, psychédélique, c'est bizarre, c'est mal, on a entendu tellement de choses là-dessus, on a tendance à faire un amalgame entre psychédélique et puis toutes les drogues qu'il peut y avoir qui effectivement ne sont absolument pas bonnes pour nous et qui nous font beaucoup plus de mal que de bien, et ce n'est pas le cas des psychédéliques. Alors, je vais revenir un petit peu sur l'histoire de tout ça d'abord. Je voudrais donc vous parler un petit peu du rôle des psychédéliques, du rôle qu'ils ont eu dans l'histoire, du rôle qu'ils ont maintenant aussi, et puis de l'importance qu'ils commencent à avoir dans les recherches universitaires, médicales, psychiatriques, et enfin voilà, donc sur l'importance que ça peut avoir et sur les bienfaits qu'on en retire. Et puis après, je vous parlerai aussi des précautions à prendre, parce que bon, l'idée là, c'est que maintenant les psychédéliques soient utilisés de plus en plus dans un contexte encadré, professionnel, vraiment dans un contexte thérapeutique. Mais bien sûr, comme on le sait tous, il y a beaucoup de substances aussi qui se trimballent dans la nature, et pour le bonheur ou le malheur des gens, parce qu'on entend souvent parler, vous savez, des bad trips et des choses comme ça, et donc je voudrais aussi vous parler de ça ensuite. Ok, donc déjà la définition du mot psychédélique. Psychédélique veut dire qui révèle l'âme. Psyché, psyché en grec, c'est l'âme. Et délique, c'est délos, je crois, je sais pas, j'ai pas fait grec à l'école, mais enfin en tout cas c'est cette histoire de révéler l'âme. Les substances psychédéliques ont été utilisées depuis des millénaires dans l'histoire, alors à des fins chamaniques, donc à des fins guérisseuses, à des fins de se connecter avec le plus haut, la source, enfin, comme après chacun trouve ses mots. D'ailleurs, oui, je voulais vous montrer, enfin bon, là, c'est la seule image que j'ai trouvée que j'avais, c'est une représentation qui date d'il y a 9000 ans, c'est un chaman, on appelle le chaman abeille. Et en fait, c'est une peinture rupestre qui a été retrouvée en Algérie et qui date d'il y a à peu près 9000 ans. Et vous pouvez voir sur cette peinture que le chaman est plein de champignons partout. Et comme vous le savez peut-être, les champignons, il y a des champignons, qu'on appelle les champignons magiques, qui sont la psilocybine, qui induisent ces états psychédéliques et qu'on retrouve dans le monde entier et qui ont vraiment été utilisés dans beaucoup de cultures à des fins religieuses, sacrées et guérisseuses. Donc après, dans les substances qu'il peut y avoir, il y a énormément de choses. Il y a des cactus, il y a le peyote, il y a le San Pedro, l'ayahuasca qui est très à la mode maintenant et qui en fait, c'est la DMT qui a été trouvée dans certaines plantes
et c'est plusieurs plantes qui sont combinées pour faire l'ayahuasca. Il y a le datura, il y a... Enfin bon, je ne veux pas vous faire une grande liste. Et puis il y a aussi l'ergot de seigle. Alors l'ergot de seigle, d'où est tiré, qui dérive... Enfin, d'où a dérivé le LSD, je vous raconterai un petit peu l'histoire après. L'ergot de seigle a été trouvé, enfin il a été prouvé que c'était utilisé dans la Grèce antique, pour des réunions sacrées. Donc là aussi, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, qui a été utilisé depuis la nuit des temps. Et je le répéterai encore et toujours, c'est vraiment à des fins sacrées, à des fins de guérison, de connaissance de soi, de connaissance de l'univers. Ça, je le répète bien parce que malheureusement, maintenant, dans la nature, beaucoup de gens ont tendance à utiliser ça pour le fun, alors que c'est presque un sacrilège quelque part. Et puis surtout, ça peut être dangereux, parce que quand on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc, l'histoire des psychédéliques, ça a perduré dans plein de civilisations pendant assez longtemps, mais disons que ça a été... Et puis ça s'est perdu aussi dans plein de civilisations. Et le grand retour a été vraiment dans les années 50, 60, avec en particulier, enfin bon, je vous donne ça, mais en fait il y en a eu plein d'autres, mais les champignons psilocybes ont été redécouverts par des Américains, enfin par un couple d'Américains au Mexique. Et vous pourrez voir l'histoire de Maria Sabrina, qui était une chamane mexicaine, une guérisseuse, et qui utilisait les champignons et qui en fait a été la première à partager ça avec des Occidentaux qui n'y connaissaient pas grand-chose. Et à partir de là, ça a pris beaucoup d'essor. Et d'ailleurs, cette femme a eu beaucoup de problèmes ensuite avec sa communauté parce que ça a amené beaucoup d'Américains, beaucoup d'Occidentaux dans son village et ça a complètement dénaturé les choses, quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque où il n'y avait pas cette barrière qu'on y met maintenant, il y a quand même eu tout un article de nombreuses pages dans Life Magazine qui parlait de ces champignons extraordinaires qui faisaient voyager. Donc c'était à une époque où vraiment tout était vraiment ouvert. Et ce qui a eu aussi une des grandes découvertes en fait, du XXe siècle dans ce domaine-là, ça a été le LSD. Alors le LSD a été découvert de manière totalement fortuite dans les laboratoires Sandoz par un chimiste qui s'appelait Albert Hofmann, et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et bon, je vous fais ça court, mais après plein de péripéties, en fait, Albert Hofmann s'est rendu compte, il en a ingéré sans faire exprès. Et donc, il lui a fallu du temps pour comprendre un petit peu d'où venait l'état dans lequel il était, où c'était un état où il s'est retrouvé avec quelques... pas vraiment des hallucinations, mais enfin en tout cas une vision qui était un petit peu différente, où il a compris énormément de choses pendant ce voyage, et il a appelé son médecin de famille qui est venu le voir et lui a dit mais non, enfin, d'un point de vue physique tout est normal, mais il avait juste son esprit, sa conscience qui travaillait à fond. Et le lendemain de son expérience, il s'est réveillé complètement régénéré, avec une vision de la vie totalement différente. Et voilà, ça a été le point de départ. Ensuite, bon, il a retesté pour être sûr que ce soit ça. Et puis il a commencé surtout... le directeur des laboratoires Sandoz à l'époque avait son fils qui était psychiatre. Et en fait, ce fils a aussi commencé à tester ça. Et c'est comme ça que ça s'est répandu dans le milieu psychiatrique. Avec l'idée au départ, parce qu'on ne savait pas vraiment ce que c'était et quoi faire de ça, l'idée au départ, c'était d'abord que les thérapeutes puissent l'utiliser eux-mêmes pour comprendre l'état dans lequel pouvaient être certains de leurs patients. Bon, depuis, cette idée a été complètement
retiré, parce que c'est pas ça. On se disait à un moment, il se disait à cette époque-là que peut-être que ça induisait des états psychotiques, que ça induisait des crises de schizophrénie, de choses qu'on peut vivre dans ces états-là. Et donc l'idée, c'était que les soignants puissent comprendre de ce côté-là comment ça se passait. Bon, ils se sont vite rendus compte qu'en fait, c'était pas ça, parce que certaines personnes avaient vraiment des expériences sacrées et des expériences tellement extraordinaires et transformatives que ça n'avait rien à voir avec quelque chose qui induisait un état psychotique. C'était vraiment quelque chose de bien au-delà de ça, qui était extrêmement guérisseur et qui en tout cas transformait la vie des gens. Donc ça a été pendant longtemps utilisé donc dans les hôpitaux psychiatriques. Et là, moi j'ai connu tout ça par le biais de Stanislas Grof, qui est celui qui a mis au point ensuite la respiration holotropique, dont je suis facilitatrice. Et Stanislas Grof était psychiatre à Prague à l'époque, et juste à la fin de ses études, il a postulé pour faire cette expérience, parce qu'il entendait plein de choses extraordinaires là-dessus. Et en fait, cette expérience l'a transformé, comme je vous disais tout à l'heure. Ça a vraiment été quelque chose de très très fort pour lui, où il raconte ça dans plein de livres, il a senti qu'il quittait son corps, qu'il quittait la pièce dans laquelle il était, qu'il quittait Prague, qu'il quittait la Terre et qu'il se retrouvait dans le cosmos, mais en faisant un avec tout ça. Et ce sont des expériences qui sont très très difficiles à raconter, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut que vivre lorsqu'on le vit dans ces cellules. Il y a vraiment une information qu'on retrouve qui fait que la vie ne sera plus jamais comme avant après ça. C'est vraiment des choses extraordinaires. Et donc lui, qui en fait il se destinait à une carrière de psychanalyste, en fait il est sorti de cette expérience en disant non, c'est ça que je veux faire, je veux continuer avec ça et accompagner les gens dans ce processus-là. Et donc il a consacré ensuite sa carrière à ça. D'abord à Prague et puis ensuite aux États-Unis, et à accompagner des gens sous LSD, particulièrement LSD, et à voir des transformations, des guérisons s'effectuer extraordinaires. Et parallèlement à Stanislas Grof, que je connais un petit peu plus, il y a eu beaucoup d'autres recherches aussi, surtout dans les universités américaines, avec plein de chercheurs différents qui avaient tous des perspectives un peu différentes. Donc il y a eu beaucoup de tests qui ont été faits. Bon, le FBI ou la CIA ou je sais pas quoi aussi fait pas mal de tests. Alors eux qui étaient un petit peu louches sur le truc, parce qu'ils se sont dit que peut-être qu'ils allaient pouvoir manipuler les gens avec ça, mais non, on ne peut pas manipuler les gens avec ça. Donc, beaucoup de recherches ont été faites à l'époque sur le sevrage d'autres substances, et avec des résultats extraordinaires chez les alcooliques, mais vraiment extraordinaires. Hein. Cherchez, vous trouverez, là je ne veux pas vous donner toute la liste des recherches, beaucoup de travaux aussi sur, et qui continuent encore maintenant, sur les gens en fin de vie, pour aider les gens dans des phases terminales de cancer ou de maladies graves où ils savent qu'il n'y a aucune issue. Il y a beaucoup de témoignages de personnes qui, grâce à... Alors là, c'est plutôt sur ce champignon, donc psilocybine, grâce à la psilocybine, ont pu vivre des expériences transcendantes et qui les ont rassurés sur ce qu'il y avait de l'autre côté, quoi, et qui sortent de là sans plus avoir peur de la mort, et qui est vraiment une grande chose, parce que bon, ils peuvent vivre la fin de leur vie de manière extrêmement sereine, quoi. Donc ces expériences, enfin tout ça en tout cas dans les années, ont perduré jusqu'à la fin des années 60, tout début des années 70. Et parallèlement à ça, il y a
bien sûr, ces substances, enfin, bon, je parle particulièrement du LSD parce que le reste sont des plantes naturelles qu'on peut trouver comme ça, mais enfin, surtout le LSD a commencé à sortir des laboratoires, sortir des universités et à toucher tout le monde, particulièrement les jeunes, et avec des fois des super résultats, mais des fois aussi des situations qui mettaient les gens en grand danger. Donc là, l'idée pour le gouvernement a été, enfin, il y a eu une urgence d'arrêter tout ça. Et pour ça, ils ont été extrêmement, enfin, la solution a été extrêmement drastique puisqu'ils ont carrément interdit toute substance psychédélique à partir de ce moment-là. Donc, on dit même que, vous savez, c'était à l'époque de la guerre du Vietnam, et que beaucoup de jeunes qui prenaient du LSD avaient une ouverture au monde après ça, et une vision, enfin, du sens de la vie qui était totalement différente, et que ces gens-là ne voulaient pas aller faire la guerre au Vietnam, et donc le gouvernement a décidé là aussi de serrer la vis à cause de ça. Bon, je sais pas, ça c'est peut-être une légende, hein, je veux pas trop extrapoler là-dessus, j'en sais rien. Mais bon, ça peut être une idée. Parce que, oui, donc ça c'est pour l'histoire. Donc à la fin des années 70, ça s'arrête complètement, dans le monde entier en fait. Et il y a certaines personnes qui se sont retrouvées avec l'herbe coupée sous le pied, alors en particulier encore Stanislas Grof, ce psychiatre qui s'est retrouvé sans... voilà, enfin, le sens de sa vie et toutes les recherches et les études qu'il avait faites à ce moment-là, tout d'un coup ne pouvait plus continuer. Et c'est là que lui a mis au point la respiration holotropique, qui est en fait, grâce à la respiration, on peut arriver dans un état de conscience élargie du même ordre que sous psychédélique. Et donc c'est comme ça qu'il a pu continuer après à faire ses recherches sur la conscience, parce que lui, ce qui l'intéressait là-dedans, c'est la conscience. Et donc, ce qu'il a pu trouver après avoir accompagné plus de 5000 personnes dans ces états-là, c'est que enfin, déjà, il y a cette notion j'en parle souvent, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu ou pas, mais cette notion de guérisseur intérieur, d'intelligence, de guérison qu'on a en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est que, bon, je parle du LSD, ça peut être pareil pour les champignons et puis pour plein d'autres choses, c'est-à-dire que pour une même dose de substance, donner à plusieurs personnes qui auront le même poids, par exemple, là, pour un médicament, enfin, donc la même dose de molécules pour des personnes de même gabarit aura des effets totalement différents. Mais vraiment, enfin, quand on pense psychédélique, on se dit ouais, ça y est, on gobe un truc, on part, on a des visions déformées, des couleurs et tout, mais non, ça c'est la légende. Enfin bon, effectivement, il peut y avoir des distorsions, des choses comme ça, mais c'est pas ça, on s'en fiche de ça. On fait pas ça pour ça, on fait ça pour aller voir de quoi nous sommes faits, pour aller voir notre âme, pour aller voir le centre de nous-mêmes, pour aller voir le centre de la création, de l'univers, et en ressortir quelque chose qui peut nous aider. Et donc j'en reviens à cette histoire de guérisseur intérieur, c'est donc que chaque personne est à un niveau, enfin pas une histoire de niveau, mais chacun a une histoire différente, chacun a eu des traumatismes différents dans sa vie, a eu des histoires différentes, a eu une naissance différente, a eu des parents différents, et plein d'autres choses. Après ça peut même aller sur les vies antérieures, ou enfin... on y croit ou on n'y croit pas, mais enfin en tout cas qu'il y a un lien même avec l'inconscient collectif qui sera différent de personne en personne. Donc ce qui fait que lorsqu'on est dans ces états-là, on va vraiment ressentir, on va vraiment aller vers ce qu'on a besoin de voir. Alors il y a
Des vidéos absolument extraordinaires. Il y a une vidéo qui m'a beaucoup touchée, que j'ai vue récemment sur YouTube, sur le compte de la Société psychédélique française. Allez voir leur compte sur YouTube. Sur des sessions qui ont été faites au LSD avec un homme, c'était dans les années 50, avec un homme qui avait passé une grande partie de la guerre dans des camps de concentration. Et donc avec un traumatisme profond. Et qui a pu revisiter tout ça sous LSD, mais sans vouloir volontairement aller vers ça, mais c'est ce qui venait. Et puis revivre ça pour pouvoir en fait s'en sortir, s'en débarrasser. Et c'est vraiment très très touchant. Je vous conseille cette vidéo si ça vous intéresse. Voilà. Donc enfin en fait ce que je veux dire c'est que donc chaque personne vit vraiment des choses complètement différentes. Alors il y a plein de livres qui parlent de ça. Alors encore une fois, je vous conseille tous les écrits de Stanislas Grof, qui a écrit plein de bouquins à ce propos, sur la conscience et ses états de conscience élargis, donc qui en parle énormément. Si vous voulez vraiment un bouquin de témoignages sur ses propres expériences, je ne l'ai pas avec moi là, mais il y a un livre qui s'appelle « Quand l'impossible arrive », donc de Stanislas Grof, qui est vraiment extraordinaire parce que il y a des histoires complètement qui peuvent paraître complètement dingues, mais qui sont juste une histoire de conscience, quoi. Enfin, et qu'on a tous, cette connexion. Il faut juste débrancher le mental, en fait. Donc, oui, alors pour repartir encore sur Stanislas Grof, il a réussi, dans toutes ses études, à commencer à faire une espèce de cartographie de la psyché. Et ça aussi, c'est absolument passionnant parce qu'on voit que dans ces états-là, on peut donc revivre plein de choses qui ont à voir avec notre biographie, donc ce qu'on a vécu de traumatisant ou de pas traumatisant non plus. Hein. Parfois, on a besoin juste de se reconnecter à des choses plus belles qu'on a oubliées. On peut revivre notre naissance et en particulier il y a quatre stages, enfin quatre étapes, j'ai un anglicisme, 4 étapes particulières pour la naissance, enfin pour la vie intra-utérine, en fait, vie intra-utérine et naissance. La première correspond à tout notre développement dans le ventre de notre mère, donc qui passe de la conception jusqu'à ce qu'on soit mûr et prêt à sortir. La deuxième phase est lorsque les contractions commencent dans le ventre de notre mère et que donc le travail commence, mais le col n'est pas encore ouvert et qu'on subit toutes ces pressions, on subit notre mère qui se retourne contre nous d'une certaine façon et on se sent en grand danger et sans issue. Ça, c'est quelque chose que tous ceux qui auront eu une naissance sans que ce soit une césarienne programmée auront quelque part. Et puis la troisième phase sera le passage dans le canal de naissance, où là aussi c'est quelque chose de relativement compliqué. Il y a vraiment un sens de bataille, il faut sortir de là, et c'est pas simple, il faut y mettre beaucoup d'énergie. Et la quatrième phase est lorsqu'on sort du ventre de sa mère et qu'en fait on a ce sentiment de victoire, qu'on a ce sentiment vraiment de naissance à ce moment-là, en fait, de renaissance après ces menaces de mort qu'il y a eu pendant tout ce qui s'est passé avant. Et là, enfin, on renaît dans un nouveau monde, en fait. Donc ces 4 phases sont très souvent vécues dans des états de conscience élargie. Ils peuvent être vécus vraiment de manière,
enfin, vrai, quoi, enfin, comme on l'a vraiment vécu, vraiment comme un souvenir qui est une réminiscence de quelque chose, mais qui est vraiment très très forte. Ou alors ça peut être aussi vécu de manière symbolique. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans tous les travaux de Stanislas Grof et d'autres, hein, que ce soit même, enfin, surtout Jung au départ, on a vraiment cette... on arrive à percevoir l'importance des archétypes qui sont là et qui régissent en fait toute notre vie. Et donc il peut y avoir vraiment un mélange entre des situations qu'on a vécues, mais qu'on vivra de manière plus archétypale, comme par exemple en étant dans le canal de l'essence, se retrouver en même temps en tant que guerrier, en train de se battre. Enfin bon, il y a plein de choses différentes, et puis après c'est personnel à chacun. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir en fait le fonctionnement de la conscience dans ces états-là. Enfin, c'est même pas le fonctionnement, enfin oui, c'est le fonctionnement que la conscience a tout le temps en tout cas, mais dans lequel là on se branche vraiment et où on peut finalement comprendre qu'on n'est pas juste régi par notre vie telle qu'on la connaît, mais qu'il y a des choses qui sont bien plus grandes que nous, que ces forces sont là et qu'on les a aussi en nous. Donc, bon, c'est peut-être une digression là, parce que je parle des états de conscience élargis en général, parce que ce sont des choses qu'on vit aussi en respiration, enfin avec la respiration. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, avec des substances psychédéliques, peut se vivre de manière vraiment très forte. Et bon, le truc des psychédéliques, c'est qu'à partir du moment où on a ça dans la circulation sanguine, on peut plus faire marche arrière. Au moins avec la respiration, si vraiment ça va pas, on peut arrêter et puis revenir doucement. Tandis que là, enfin bon, il existe hein, des produits pour contrer les effets, mais enfin disons que c'est compliqué, quoi. Il faut tout avoir à portée de main. Mais l'idée, toujours, c'est de faire confiance à ce qui vient, puisque c'est ce que notre psyché a besoin de révéler pour qu'on aille mieux. Mais donc ça peut être parfois compliqué à vivre, parce qu'on ne vit pas simplement une mouche. On ne vit pas toujours des choses très faciles, parce qu'on est fait de ça aussi. Et je vous disais au départ, psychédélique, ça veut dire qu'il révèle l'âme. Et l'âme, elle n'est pas juste faite de licornes, de paillettes et d'arc-en-ciel. C'est pas les bisounours, on est aussi fait de toute cette profondeur, de tout cet inconnu, de tout ce mystère qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'intégrer. Mais parfois, ça se fait de façon un peu... c'est pas toujours facile, parce qu'on n'a pas forcément envie d'aller là-dedans, parce que ça fait peur. Et voilà, donc quand ça arrive dans des états de conscience élargie où on est sous une substance, effectivement, ça peut être... et on sait qu'on est dedans et on fonce dedans, ça peut être mal vécu. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler aussi après de l'importance de l'accompagnement là-dedans. Je parle beaucoup là, et je voudrais savoir, est-ce que certains d'entre vous ont des questions déjà sur tout ce que je viens de raconter, ou alors est-ce que je continue? J'attends un petit peu pour voir. Je sais qu'il faut toujours du temps en plus pour que j'ai mes réponses. Donc je regarde juste qui est là. S'il n'y a pas de questions, si vous pouvez juste m'envoyer un pouce pour me dire c'est bon. Ou n'importe quoi d'autre. Bon, on va dire que c'est bon alors. Ok, je continue. Super, merci Julie. Donc, je me rends compte que je vais peut-être oublier de vous dire des choses. C'est que donc, depuis les années 70, donc, les recherches ont été arrêtées pendant un certain temps.
Et il y a quand même beaucoup de personnes des universitaires, des chercheurs, des psychiatres, qui se sont retrouvés, comme je vous l'ai dit, l'herbe coupée sous les pieds, avec ces outils qui étaient vraiment fabuleux, quoi. J'ai oublié de vous dire aussi que le fondateur d'Alcooliques Anonymes avait pensé incorporer le LSD à l'époque, hein, où c'était légal, pour les alcooliques anonymes, parce que vraiment il y a des résultats merveilleux avec ça. Donc depuis les années 70, c'est devenu illégal. Et donc bien sûr ça a continué sous le manteau pour beaucoup, mais il y a certaines personnes qui se sont battues depuis des années et des années pour que ça revienne au moins d'une façon que ce soit à nouveau reconnu comme quelque chose de thérapeutique, quoi. Et il y a en particulier aux États-Unis un homme qui s'appelle Rick Doblin, qui a été formé par Stanislas Grof à la respiration hollotropique et qui s'est vraiment battu pour que les psychédéliques reviennent au premier plan et soient reconnus, quoi. Et il a fondé une organisation, un organisme qui s'appelle MAPS, enfin MAPS, c'est la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, donc l'association multidisciplinaire pour l'étude des psychédéliques. Et il a rien lâché. Et avec l'aide d'autres personnes, ils ont réussi à réhabiliter les psychédéliques qui sont maintenant étudiés dans pas mal d'universités et qui commencent, je ne sais pas si vous avez suivi, mais qui ont été aussi décriminalisés dans certains États américains, donc en Californie, en Oregon. Puis bon, certains autres, et en ce moment, il y en a plein d'autres qui commencent timidement aussi. Et donc ça, c'est une merveilleuse nouvelle, mais aussi avec ses périls dont je vous parlerai après. Et donc, il y a des études qui ont été remises en place, alors beaucoup encore sur les personnes en fin de vie, ça c'est quelque chose, et surtout sur le traitement du stress post-traumatique chez tous les vétérans américains. Et là aussi, avec des résultats, mais tellement... Enfin, c'est tellement émouvant de voir, quoi, que ces gens qui reviennent à la vie parce que ces états de conscience élargie ont permis de les reconnecter à leur essence. Et en fait, on se rend compte que ces états de grâce, ces états de connexion spirituelle sont là aussi pour nous guérir. C'est-à-dire que ça fait relativiser aussi sur tout ce qui se passe dans la vie. Et c'est vraiment guérisseur. Et c'est intéressant de voir ça d'ailleurs, à quel point la spiritualité, mais là c'est une spiritualité vécue dans la chair, quoi, parce que quand on fait un avec l'univers, on fait un avec l'univers, et puis on ne se pose pas de questions à se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de délirer ou quoi que ce soit. On le sait, on est là-dedans. Et ça transforme, ça change vraiment la vie. Donc maintenant, il y a de plus en plus de recherches qui se font donc, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, beaucoup aussi, en Israël, en Chine, et certainement plein d'autres pays où j'en ai pas entendu parler, quoi. Mais en tout cas, ça y est, il y a une renaissance psychédélique. Et ça, c'est très très beau parce que ça peut aider vraiment énormément de personnes. J'ai vu récemment qu'il y avait une retraite en Jamaïque. Alors, en Jamaïque, les champignons de psilocybine sont
autorisé, c'est légal. Et j'ai vu récemment une retraite qui se faisait pour les gens, les parents qui ont perdu un enfant. Et donc, là aussi, comme aide pour vivre ça au mieux et pour sortir de ce chagrin déchirant. Donc vraiment, pour ça, c'est très important, quoi. Enfin, ça a des résultats là aussi vraiment merveilleux. Je regarde un petit peu vos commentaires. Coucou tout le monde. Oui, le pranayama amène à ces états de conscience élargie, effectivement, voyageuse de la vie. Oui, Julie, ça nous fait prendre de la distance avec tout ce qu'on vit, exactement. Et oui, on sort, et tout ça, et puis bon, voilà, on est plus que notre petite personne avec nos petits problèmes, quoi. Et il y a aussi des guérisons extraordinaires physiques, quoi. C'est pas simplement psychologique. Stanislas Grof, toujours lui, dit, alors là je reviens au psychologique, désolé, dans ma tête ça part un peu dans tous les sens. Pour le psychologique, il dit que pour lui, non, c'est un psychiatre, hein, donc c'est vraiment un type carré dans son truc, même s'il s'intéresse à des choses qui paraissent un petit peu perché, mais vraiment, il a cette rigueur médicale. Et pour lui, je crois qu'il dit que 80% des personnes qui sont enfermées, enfin, qui sont en hôpital psychiatrique, pourraient être soignées avec des psychédéliques. Parce que voilà, c'est tout ce qui est troubles du comportement, qui ont des racines qu'on n'arrive pas à trouver avec la conscience, et qui là peuvent... Voilà, la voie est ouverte, quoi, et c'est génial. Je regarde Lydia, les TCH de Jean-Jacques Charbonnier en France. Alors, Jean-Jacques Charbonnier, c'est un nom que je connais, mais TCH, trouble du comportement, c'est quoi H? Mais tous les troubles du comportement, voilà, effectivement. Donc, bon, il y a beaucoup de choses. Ouais, je reviens encore, je suis désolée, je passe un peu du coq à l'âne, mais dans les expériences qui ont été faites, surtout dans les années 60, en France, il y a eu des expériences, enfin, tout n'a pas toujours été rose, hein. C'est-à-dire que vraiment, on s'est rendu compte qu'effectivement, si on faisait ça dans un contexte thérapeutique, ou en laissant la personne avec un casque, avec de la musique, vraiment les yeux bandés, et juste la laisser vivre son expérience avec toujours des personnes qui l'accompagnent, il se passe des choses extraordinaires. On peut aussi le faire avec... en analyse, c'est-à-dire où la personne va continuer à parler à son thérapeute pendant ce temps-là, et avoir des fulgurances, quoi, des révélations tout d'un coup, de choses qui viennent aussi comme ça. Mais malheureusement, ça a été aussi utilisé dans il y a eu des expériences absolument délirantes, surtout en France, je crois que c'est dans les années 60. Et alors là, je vous renvoie encore à la Société psychédélique française qui a partagé des choses là-dessus. Alors je ne sais plus si c'est sur leur page Facebook ou ou si c'est une vidéo YouTube. Il y a des psychiatres français qui ont voulu à un moment utiliser le LSD, c'était encore le LSD, pour changer la vision des homosexuels, pour changer leur tendance, quoi. Et là, ça a été où ils essayaient, pendant que la personne était dans leur trip, de faire des trucs, mais absolument horribles. Donc tout n'a pas été rose avec ça. Mais en tout cas, maintenant, ce qui se fait, on a bien compris que ça servait à rien d'induire quoi que ce soit, puisque de toute façon, notre guérisseur intérieur est là pour gérer le truc, et que tout se passe très bien comme ça. Alors attendez, je regarde encore un petit peu vos commentaires. Alors déjà, voyageuses de la vie, merci d'avoir été présente. Armand, super, oui, je suis heureuse que ça t'intéresse.
Lydia, ouais, tu ne te souviens plus de la signification de TCH. Il organise des séances d'hypnose où les personnes peuvent atteindre des états modifiés de conscience dans le but de revoir leurs défunts. Ah oui, oui, alors effectivement, ça peut être quelque chose, mais enfin là, quelque part, on est un petit peu plus dans le domaine de la médiumnité, peut-être, ou quelque chose comme ça. Mais effectivement, ça peut être extrêmement guérisseur aussi. Dans les états induits par des substances psychédéliques, ça peut arriver, ou en respiration aussi, ça m'est arrivé souvent d'accompagner des gens qui ont dit « Ah, mais mon père était là, il m'a pris la main, ou il m'a dit que tout allait bien », ou des choses comme ça. Oui, ça arrive aussi. Mais encore une fois, toi, le mieux dans tout... Enfin, le mieux, c'est de mon point de vue, hein, et puis, mais c'est vraiment de partir avec l'esprit ouvert et dire bon, j'accueille ce qui vient et puis on verra. Mais c'est effectivement très intéressant tout ça. C'est un anesthésiste. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est l'anesthésiste réanimateur. Oui. Convaincu que la conscience nous dépasse. Ben oui, effectivement, et qui a fait beaucoup qui a étudié beaucoup les états, les morts imminentes, je crois. Hein. Et les effets de Grayson. Julie, oui, Crazy Wise, c'est un film absolument extraordinaire, oui, sur les maladies mentales. Exactement. Ça, c'est vraiment. Je vous le conseille. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais si vous pouvez le trouver, je crois que, enfin, on peut l'avoir pour une modique somme d'argent. Crazy Wise, oui, c'est un très très beau film à voir. Dans le même domaine, il y a un documentaire qui est sorti l'année dernière sur Stanislas Grof, qui est vraiment le père de toutes ces études. Enfin, il y en a eu d'autres, hein, mais c'est celui qui a vraiment... qui est vraiment allé très très profondément là-dedans. Il a 90 ans maintenant et il est toujours là, il est toujours en train d'étudier ça. Et il a, alors vous allez le voir à l'envers, je suis désolée, il a publié ce qui est un petit peu son testament, 2 volumes qui s'appelle The Way of the Psychonaut. Donc Psychonaut, c'est celui le psychonaute, c'est celui qui voyage dans la psyché, qui voyage dans l'âme. Et ces 2 volumes sont absolument passionnant et c'est un merveilleux résumé de tout ce qu'il y a à savoir, en tout cas pour ça. Et il y a un documentaire qui s'appelle pareil, The Way of the Psychonaut, que vous pouvez trouver. Je mettrai les liens, ça ne sera pas possible sur Instagram, mais enfin au moins les noms pour que vous les mettiez, que vous les recherchiez. Donc ce documentaire-là est vraiment édifiant sur tout ça. Et je vous le conseille et je sais qu'il existe avec des sous-titres français, donc ça c'est bien. Et je pense que ce livre-là est en cours de traduction, mais je sais pas où ça en est. Donc tout ça pour en arriver maintenant à l'usage qu'on en fait maintenant en dehors des canaux officiels, on va dire. Parce que bon, il ne faut pas se mentir, il y a des substances qui se trimballent de partout, on connaît tous des gens qui en prennent, enfin bon, je sais pas, moi j'en connais en tout cas, et le problème, et puis c'est maintenant que ça devient de plus en plus, qu'il y a cette renaissance psychédélique, on en parle de plus en plus, et le problème c'est qu'il y a des gens qui font ça à tort et à travers et qui font n'importe quoi. Et pour ça, c'est très important. De savoir que ce qui est important là-dedans aussi, c'est ce qu'en anglais on appelle le set and setting. C'est-à-dire l'endroit, déjà votre disposition d'esprit à ce moment-là, comment vous êtes, le lieu où vous êtes, les gens qui vous entourent feront que vous aurez une expérience où vous vous sentirez bien ou pas. Ça ne veut pas dire que vous ne vivrez pas des choses difficiles, mais ça veut dire que vous vous sentirez en sécurité pour les vivre. Et le problème de quelqu'un qui va dans un festival, bon, en ce moment, déjà de ce côté-là, on est tranquille, mais qui va dans un gros truc avec plein de monde, qui se gobe son LSD ou se prend ses 4 grammes de champignons et qui se retrouve
là-dedans, et où son guérisseur intérieur se dit « Ah, bah tiens, c'est le moment d'aller déterrer des vieux dossiers sur des traumatismes ou des choses qui sont lourdes », c'est là qu'on fait un bad trip. C'est parce qu'on vit des choses intérieures terribles avec ce truc, cet environnement qui n'est pas du tout adapté. Et donc c'est vraiment super, super, super important de savoir ça. C'est-à-dire un trip qui se fait, il se fait dans un endroit où vous serez safe, vous vous sentirez en sécurité, chez vous ou chez quelqu'un où vous savez que vous ne serez pas dérangé pendant tout le long et que vous pouvez vivre et exprimer tout ce que vous avez besoin de vivre à ce moment-là, avec des gens bienveillants qui seront là à 100% pour vous durant toute votre expérience. Et là, je vous parle d'expériences qui peuvent être longues. Hein. Sous champignon, une expérience dure de 4 à 6 heures. Sous LSD, ça dure de 8 à 12 heures. Donc, il faut être bien accroché. Il faut être sûr d'avoir des gens qui sont là. Ne faites jamais ça seul. Si vous avez des moments de panique, quelque chose qui est d'émotionnellement trop fort et que vous êtes seul, mais ça peut être catastrophique. Donc avec des gens bienveillants et des gens qui ne prennent rien non plus, des gens qui seront sobres, qui seront là pour vous avec toute leur conscience, parce que s'ils sont en train de triper en même temps, vous n'êtes pas en sécurité. Donc ça, c'est vraiment, c'est super important. Et bon, encore une fois, enfin, j'essaye, légalement, je ne vous pousse pas à faire quoi que ce soit, hein, que ce soit bien clair, mais en tout cas, si jamais vous décidez des choses par vous-même, hein, il faut faire très très attention à comment ça se fait. Et en général, avant on parlait des remontées d'acide, de choses qui reviennent, je sais pas, il y avait un nom, c'était comment, les flashbacks, où des gens repartaient dans un trip alors qu'ils avaient fait ça il y a 15 jours, 3 semaines et que depuis ils allaient à peu près bien. Mais en fait, tout ça, c'est qu'on a à partir de... Enfin, il y a toutes ces choses qui remontent, ces émotions et ces liens à des choses profondes qui remontent à la surface. Et si ça n'a pas été fait dans un contexte sécuritaire, eh bien, ces choses ne peuvent pas être digérées, elles ne peuvent pas être intégrées. Et c'est là que ça devient extrêmement dangereux, c'est qu'en fait on reste avec tout ça, on reste baigné dedans, on reste dans nos visions d'horreur, on reste dans nos traumatismes, on reste dans des trucs vraiment flippants, quoi. Et de temps en temps, il peut y avoir des poussées encore plus grosses, et qui sont les fameux flashbacks dont on parle. Et donc c'est tout ça qui a fait une mauvaise presse dans les années 70 et puis qui a bien été relayé en plus parce que bien sûr on a insisté sur ce qui était mauvais et pas sur ce qui était bon. Et c'est ça qui fait qu'encore maintenant on se dit attendez, c'est super dangereux. Oui, effectivement, c'est dangereux quand ce n'est pas fait dans des bonnes conditions. Donc ça vraiment attention à ça, quoi. Et je vois, puisque je m'intéresse à ça, je vois un petit peu ce qui se passe sur le net maintenant et de tout ce tout ce dont les gens parlent. Et vous savez, il y a même cette espèce de fierté, se dire ouais, j'ai voyagé, c'était cool et tout. Mais donc on peut voir des choses délirantes, rigolotes et ok, c'est super. Mais la chose dont il faut vraiment avoir conscience là-dedans, c'est que c'est un voyage au cœur de nous-mêmes. Et que c'est pas un truc fun qui est pris comme ça juste pour se déconnecter, pour changer d'air et puis comme je sais pas, comme boire un coup et être un petit peu guiré, quoi. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin et les gens n'ont pas conscience maintenant de la profondeur que ça a et que dans des états comme ça, il faut que ce soit fait, que ce soit bien fait, sinon. Je me répète, hein, mais c'est super dangereux. Alors Armand, je regarde ce que tu dis.
j'ai l'impression que la plupart de ces substances sont vues avec la dualité bien ou mal, alors que c'est beaucoup plus nuancé. Comme tu as dit, leur effet peut varier selon l'état d'esprit de la personne. Oui, effectivement, et en tout cas, ça ne peut pas être quelque chose d'induit. Enfin, ça peut être induit avec l'état d'esprit, c'est-à-dire que si tu prends ça, que tu es complètement dépressif, alors de deux choses l'une, ou alors tu peux être complètement reconnecté à la beauté de la vie, ça peut arriver, ou alors cette dépression que tu as vient de ce matériel, ces choses qui sont là profondément, qui bouillonnent et qui n'ont qu'une envie de sortir, et là tu leur donnes une porte de sortie extraordinaire, et là, c'est pénible et c'est super, ça fait super peur de faire ça si t'es pas dans le bon contexte, quoi. Donc oui, c'est vraiment très important de savoir à quoi on s'expose. C'est pas un jeu, ce n'est vraiment pas un jeu. Et c'est pour ça que certaines personnes s'en sortent très mal aussi, après, quoi. Et que donc, il y a aussi des gens qui ont des expériences parfois très très belles, mais tellement belles qu'elles ont du mal à comprendre et à intégrer aussi ça, à comprendre ce que ça vient faire dans leur vie. Et donc là aussi, c'est très important, non seulement d'être accompagné pendant, mais aussi d'être accompagné après. Parce qu'il y a vraiment un débriefing à faire, il y a une digestion de tout ça à faire. Et là d'ailleurs, ça fait partie des choses que je voudrais proposer maintenant. Je ne propose pas d'accompagner, puisque c'est illégal, mais en tout cas, si vous rencontrez des expériences qui vraiment vous troublent, vous déséquilibrent, vous dépassent, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire maintenant, à accompagner les gens là-dedans, à intégrer leurs expériences psychédéliques. Ça peut se faire de plein de façons différentes. Ça peut se faire en ligne aussi, mais je trouve que c'est quelque chose qui va devenir de plus important, vu qu'il y a de plus en plus de monde qui touche à ça maintenant, que ça devient... ça y est, là, il y a un gros boom. D'ailleurs, il y a des associations, alors je ne sais pas ce qui se passe en France, parce que je suis plus au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Je vous ai parlé tout à l'heure de MAPS, de cette association pour les recherches sur les psychédéliques. Il y a une de ses branches qui s'appelle Zendo Project, Z-E-N-D-O, qui forme des gens à accompagner les gens qui sont dans des bad trips dans les festivals. Donc là encore, en ce moment, ça marche pas, mais je voulais postuler l'été dernier pour aller à Burning Man, pour pouvoir accompagner les gens qui, au milieu du festival, se retrouvent dans un état de panique ou vivent quelque chose de difficile, quoi, et qui ont juste besoin de retrouver des gens avec qui ils se sentent en sécurité. Donc, ça sont des choses à faire. Je pense que ça se fait sur les gros festivals en Europe aussi. Mais c'est pour vous dire que, là encore, il y a des gens qui ont des super expériences, c'est super fun, mais ça peut être compliqué. Et puis, pour les expériences super fun, j'ai envie de dire que c'est parfois de la confiture donnée au cochon, parce que, ok, c'est super fun, mais qu'est-ce que vous en ressortez de ça? Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que ça va vous apporter dans la vie? Si vous n'avez pas la conscience que vous êtes allé à toucher des choses qui vous concernent, vous passez au-dessus de ça, et en fait, ça ne vous apporte pas grand-chose. Donc encore une fois, c'est vraiment, vraiment très important de faire ça en conscience. Voilà, alors attendez, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Dans les ressources, donc je vous ai parlé de la Société psychédélique française, MAPS, Zendo. Il y a un livre, alors je suis désolée, encore une fois, je l'ai en anglais, et je sais qu'il ne s'appelle pas du tout comme ça en français, How to Change Your Mind, de Michael Pollan, P-O-2-L-A-N. Le livre a été traduit en français. Il est génial pour donner une vue d'ensemble de ce qui se passe maintenant avec les psychédéliques, la recherche psychédélique, et il parle de ses propres expériences, et c'est vraiment très intéressant. Je vous mettrai le titre du livre en français
en commentaire, je ne m'en rappelle plus maintenant. Mais vraiment, super bouquin. Et sinon, ouais, faut dire, il y en a plein, enfin bon, Thérapie avec substance, The Psychedelic Explorer's Guide de James Fadiman. James Fadiman est un des grands chercheurs qu'il y a maintenant, mais bon, il y en a d'autres, chercheurs américains, et c'est génial. Sinon, les livres de Stanislas Grof sur le LSD, donc il y a celui-là, LSD Psychotherapy, je ne sais pas s'ils ont été traduits en français, et LSD Doorway to the Numinous, donc le portail vers le lumineux, c'est le sacré en fait, parce que c'est vraiment ce qu'on contacte. Puis après, il y a plein d'autres livres, je ne vous ai pas parlé de Tim Leary, pardon, et des mouvements qu'il y a eu dans les années 70, enfin 60-70 autour de ça, mais il y a plein d'histoires assez rocambolesques, pas toujours très sérieuses d'ailleurs, mais plein de trucs rigolos là-dessus. Et vraiment, enfin, c'est une véritable recherche. Être psychonaute, c'est pas pour le fun. Être psychonaute, c'est vraiment aller avoir le courage d'aller voir profondément ce qu'on a en nous, en tant qu'humain, en tant que personne, en tant qu'humain faisant part de l'humanité et en tant que membre de cet univers, quoi. Et en tant qu'étincelle de la source. Et bon, ça peut être très beau. Et je suis vraiment, enfin bon, je ne sais pas du tout comment ça va se passer en France, ils sont toujours un peu en retard par rapport aux États-Unis, mais j'espère vraiment que la recherche va se développer et que déjà avant tout qu'il va y avoir de plus en plus de choses pour aider les gens qui en ont vraiment besoin, toutes les stress post-traumatiques et toutes les addictions, parce que là aussi les psychédéliques ne sont pas addictifs. Quand on fait un trip au LSD, on n'a pas envie d'en refaire un juste derrière. C'est ça aussi, enfin, il y a beaucoup de craintes là-dessus qui sont complètement infondées, mais si on met tout tellement dans le même sac, le LSD et l'héroïne, non, c'est pas pareil, quoi. Je voudrais aussi mettre en garde sur l'ayahuasca, qui est aussi une médecine extrêmement profonde, qui vraiment a ses particularités, mais qui est quelque chose qui peut vraiment aller vraiment très très loin. Mais ça devient tellement à la mode, qu'il y a tellement de gens qui s'improvisent chamanes et avec des accompagnements nuls, ça peut être très très dangereux. Donc si ça vous dit d'aller faire un trip au Pérou, en Amazonie ou n'importe où d'autre, vérifiez vraiment bien avec qui vous allez faire ça. Il y a beaucoup d'histoires très glauques là-dessus, non seulement sur le fait que les gens vivent des expériences rock'n'roll, parce que l'ayahuasca, ça pousse vraiment très très loin aussi dans les retranchements. Mais il y a j'ai entendu parler de beaucoup d'histoires d'abus sexuels pendant, vous voyez, donc les chamans qui partent, les chamans, c'est pas les chamans trépassent. Enfin bon, il y a des trucs vraiment glauques, donc vraiment si ça vous dit, faites très 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 attention avec qui vous faites ça. Encore une fois, c'est vraiment super important d'avoir quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui connaît les états de conscience élargis, qui sait et qui saura vraiment vous accompagner. Bon, je vois qu'il est 27, alors je crois que j'ai plus que 3 minutes. Alors si vous avez des questions, vite, tapez-les. Armand, le cannabis, je peux pas t'en dire grand-chose, finalement j'y connais pas grand-chose. Ça peut servir, alors je connais quelqu'un au Canada, où c'est légal, qui fait des stages, mais même aux États-Unis, au Colorado, il y en a, d'accompagnement dans ces états, ce sont des états élargis de conscience aussi, sous cannabis. On peut effectivement arriver aussi à des choses très très intéressantes, là aussi, pour sortir des choses émotionnelles fortes. Écoute,
tout est intéressant, tout dépend encore une fois du contexte dans lequel tu fais. C'est toujours une histoire de sécurité, sécurité, sécurité. C'est vraiment très intéressant. Si t'es bien, quoi. Donc, mais bon, j'y connais, c'est pas vraiment mon rayon, le cannabis. Donc, mais il y a des choses qui se font, hein, thérapeutiques aussi, voilà, un travail avec la conscience qui peut se faire avec ça, oui, c'est sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il ne reste plus qu'une minute, je ne sais pas si ça va couper ou pas. Donc si ça coupe avant, en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir été là. Si vous avez d'autres questions, surtout mettez-les, vous pouvez les mettre en commentaire sous la vidéo, hein, je vais la poster sur Instagram et sur Facebook. Et vraiment, j'ai décidé de faire ce coming out parce que c'est un truc un peu tabou et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui devient tellement présent que ça a vraiment besoin d'être su, d'être connu. Et voilà, de pas faire n'importe quoi avec ça, quoi. Eh bien, merci à vous, merci beaucoup d'avoir été présent, c'est vraiment un plaisir. Puis comme j'ai dit, c'est la première fois que je parle de ça, j'étais un petit peu nerveuse parce que, bon, enfin voilà, c'est pas un sujet qui est accepté encore couramment, mais j'espère que ça le deviendra. Donc, merci à vous tous, et puis je vous souhaite une bonne journée. Et puis bon, encore une fois, pas besoin d'aller dans des trucs illégaux, la respiration fait très très bien l'affaire aussi. Donc, et même les petits breathwork que je propose en ligne. Donc bon, je fais un petit peu de pub, hein, mais c'est la même chose, en plus léger, en plus safe, on va dire. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort, et puis à bientôt. Merci beaucoup d'avoir été là. Allez, bye bye. Si j'arrive à éteindre, parce que tout d'un coup, je vois plus le truc. Comment ça se fait? Ça alors. Oh Alice, tu étais là. Alors j'ai un problème, j'arrive pas à éteindre ma vidéo et j'ai peur que si je fais un truc qui va pas, j'ai peur que ça s'efface. Donc bon, j'espère que ça va pas s'effacer, mais bon, sinon c'est comme ça, quoi. Aïe aïe aïe, d'habitude il y a un truc pour dire que c'est fini. Bon, ça fait un peu ridicule là, hein, d'être encore là. Qu'est-ce que c'est? Bon, alors la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, on peut dépasser l'heure, hein, parce qu'on a fait 61 minutes 45 et je suis toujours là. Mais bon. Aïe, c'est quoi cette histoire? Bon, je sais pas du tout comment faire. Alors bon, je vais arrêter en éteignant, en priant pour que ça reste, et puis sinon, on en refera un. Allez, je vous embrasse tous. Bon, j'ose pas. Attendez, j'essaye encore d'autres trucs. Ouais, Julie, je vais la fermer. Le problème, c'est que j'ai peur que ça efface tout mon live, quoi. Mais bon, ouais, je vais faire ça. Il suffit que, en fait, il doit suffire que j'arrête la petite croix. Enfin, que je mette sur la croix, mais d'habitude, il y a bien un bouton, non? Pour dire qu'on arrête. Bon, ok, allez, mais en tout cas, je vous embrasse tous, à bientôt.